Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons nous intéresser à toute une série de nouveaux cocktails sans alcool. Mais tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. À Paris, Claréo Lighting veut devenir leader européen sur l'éclairage LED, un marché pour les professionnels estimé à 1 milliard d'euros en France. Pour atteindre son objectif, l'entreprise, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de 15 millions en 2019 à 40 millions en 2023, qui emploie 100 personnes, prévoit aussi 30 recrutements cette année. Et pour accélérer son développement, donc, Claréo a annoncé un tour de table pour une levée de 35 millions d'euros. L'entreprise Insect va lancer la commercialisation cette année d'un engrais conçu avec des déjections d'insectes produits dans sa ferme située près d'Amiens, avec déjà des commandes qui pourraient représenter 10% de son chiffre d'affaires. Insect avait levé en 2023 160 millions d'euros et a réorienté son positionnement pour atteindre la rentabilité en privilégiant les engrais, mais aussi l'alimentation des chiens et des chats à base d'insectes, délaissant provisoirement l'alimentation humaine à base d'insectes. Perrier, dans les normes, la maison mère Nestlé Waters avait reconnu en 2021 avoir eu recours à des traitements ultraviolets et filtres au charbon pour son eau de Perrier dans l'usine de Vergès dans le Gard. Le groupe a investi 50 millions d'euros sur ce site gardois afin de respecter la réglementation et la dénomination eau minérale naturelle. Et on continue de parler de boissons sans alcool avec notre invité. Et nous partons pas très loin de Paris, nous sommes à Saint-Denis pour retrouver notre invité Sébastien Spetch. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Sébastien, nous nous sommes connus il y a une quinzaine d'années, j'ai envie de dire, dans un autre média. Vous lanciez alors votre projet et vous étiez basé en Alsace à ce moment-là. Votre projet, ce sont des cocktails sans alcool sous le nom de Borderline. Aujourd'hui, vous êtes en région parisienne. L'entreprise a changé de nom, s'appelle Boissonnerie de Paris. Mais vous proposez quoi et pour quel public ? Nous, aujourd'hui, on propose une gamme de boissons sans alcool. On a démarré avec la conviction qu'on pouvait faire du sans alcool, original, premium, différent, et c'est toujours ça qu'on fait. Donc, on a à la fois des mocktails, donc des cocktails sans alcool, on a des purs jus, des nectars, des infusions, des thés glacés, et en fait, on offre tout le panel des boissons sans alcool haut de gamme premium, et notamment pour nos clients qui sont des cafés, des bars, des restaurants, c'est 85% de nos clients. Oui, et j'ai le souvenir que vous aviez baptisé vos cocktails joliment, j'ai envie de dire. Oui, c'est toujours le cas. Les noms n'ont pas. Alors, la marque a changé. On est passé de Borderline à la Boissonnerie de Paris. Mais par contre, le nom de nos cocktails n'ont pas changé. On a toujours Cougar Puritaine, c'est mangue, citron, verveine. On a Poète Maudit, c'est mon petit préféré, c'est tomate, poivron rouge, piment d'Espelette. L'idée, en fait, c'est de créer un univers, un personnage autour de chaque cocktail, comme on pourrait le retrouver dans une carte de cocktail d'un bar de mixologie ou d'un grand hôtel, ou comme on peut le trouver aussi sur le parfum, avec des univers très marqués et des jus travaillés et un univers qui va autour. Comment a démarré cette aventure, Sébastien ? C'est une bande de potes qui, après une soirée un peu trop arrosée, s'est dit « on pourrait faire autrement ». Exactement, exactement. En fait, on est 4 copains à la base sortis d'école, de Schema Business School. Et à l'époque, c'était la mode du photovoltaïque, du service à la personne. On avait déjà la conviction qu'on voulait monter une boîte ensemble, mais on n'avait pas du tout envie de faire ça. On avait envie d'un produit déjà. Et comme on est gourmand, qu'on aime bien manger, qu'on aime bien boire, tout ce qui est food et boissons nous a vite attirés. Et en école de commerce, on est plutôt habitué à boire de la vodka tiède avec du jus de pomme pas très bon. Et on s'est dit, peut-être quand même que c'est possible de faire un produit qui soit un peu travaillé, un peu original, où on retrouve du goût, on retrouve des saveurs. Et aujourd'hui, là maintenant, ça fait 3-4 ans qu'il y a la vague des produits sans alcool, low alcool, no low. Nous, il y a 13 ans, on avait déjà la conviction qu'on pouvait faire du sans alcool qui soit un peu funky. Et c'est ce qu'on a fait. 15 ans plus tard, j'ai presque envie de dire, ou 13 ans, précisément, 13 ans. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Comment ça s'est passé ? On a eu plusieurs vies dans cette boîte, finalement, avec une première phase où on ne produisait pas nous-mêmes, on vendait plutôt en grande distribution, et une deuxième phase à partir de 2015-2016 où en fait on a eu envie de faire le produit qu'on voulait, avec la qualité qu'on voulait, le design qu'on voulait, et la seule façon de le faire pour nous, c'était de produire nous-mêmes. Et donc à partir de ce moment-là, on a décidé de produire nous-mêmes. Donc on a démarré dans notre cuisine, on remplissait les bouteilles une à une, on capsulait au bras de levier une à une.
Petit à petit, on a fabriqué notre première machine. On l'a fait sans argent, donc la première machine, on l'a fabriquée nous-mêmes avec nos mains. On est devenu ingénieur sur le tas. Et puis petit à petit, on a grandi comme ça. Aujourd'hui, on a notre site de production à Saint-Denis, juste à côté de Paris. Et notre principal problème jusqu'aujourd'hui, c'était d'arriver à produire assez, parce qu'on a une croissance naturelle et forte de 50% en moyenne tous les ans. Et notre principal frein, c'était ça, c'était d'arriver à produire suffisamment pour nos clients. Et donc petit à petit, en grandissant, on a investi sur des outils, des nouvelles lignes de production. Et aujourd'hui, on est en passe de pouvoir faire sauter ce frein de production et de grandir encore plus fort. Alors justement, vous avez des actions actuellement pour lever des fonds, sous quelle forme? On a démarré, nous, en décembre, cette levée de fonds. On cherche 1,5 million. Et on est dans une première phase où on n'a jamais levé d'argent, un tout petit peu au tout début, mais vraiment, c'était du business angel. Donc là, c'est une vraie levée de fonds. C'est pas notre métier, on ne sait pas faire. Et comme plein de choses qu'on ne sait pas faire, on a envie d'apprendre. Et donc cette première phase, elle est d'aller rencontrer le maximum de monde, de comprendre qui sont les bons interlocuteurs, qui peut investir chez nous. On n'est pas une boîte tech qui va vendre un x10 tous les ans et qui va exploser Coca-Cola dans 5 ans. Je ne peux pas vendre ça. Mais par contre, je peux vendre une boîte rentable qui grandit petit à petit de manière assez forte, qui est solide sur ses appuis et qui a un certain nombre d'assets industriels, notamment puisqu'on sait produire nous-mêmes. Donc, tout ça, on est en train de le mettre en forme pour aller trouver les bons interlocuteurs, plutôt des gens, des family office, des industriels. Et on est très content parce qu'on a décidé de communiquer sur cette levée. Toutes les boîtes ne le font pas. Souvent, les boîtes préfèrent rester un peu secrètes sur le début de la levée. Nous, on a eu envie de le partager. Et finalement, le fait de le partager, ça fait qu'on se parle aujourd'hui. Ça fait qu'on a des gens qui nous appellent en disant « j'ai envie d'investir chez vous ». Et ça, c'est de l'appel entrant qui est hyper intéressant et on est hyper fiers de ça. C'est un process long. Nous, on espère finir boucler cette levée d'ici juin. Mais l'objectif de cette levée, c'est vraiment de changer d'échelle. On fait 1,2 million de chiffre d'affaires aujourd'hui. L'objectif, c'est de passer à 10 millions d'ici 5-6 ans. Donc, ça demande quand même de l'argent et c'est cette levée qui doit nous permettre. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Une nouvelle usine de production d'eau potable au Mans, beaucoup plus moderne. Elle permet de distribuer une eau de meilleure qualité dans une quarantaine de communes. Le traitement et la désinfection ont été améliorés grâce à de nouvelles technologies. Elle se veut aussi moins gourmande en énergie. Un reportage et explication d'Enzo Mombert de LMTV. 3 ans après le début des travaux, la voilà enfin inaugurée. Comment on inaugure une usine de l'eau? En service depuis juin 2023, cette usine flambant neuve alimente 110 000 foyers en eau potable. Le site de pompage est le même. Ce qui change, c'est le traitement de l'eau, beaucoup plus performant. Sur l'ancienne usine, on était sur des technologies qui dataient de 1969. La science a fait quelques progrès. Et aujourd'hui, la force de ce traitement-là, c'est notamment le traitement de tout ce qui va être micropolluant via une technologie avec du charbon actif en poudre à renouvellement continu, ce qui renforce nécessairement l'efficience du traitement. Avec cette nouvelle usine, l'eau subit pas moins de 12 étapes avant son arrivée au robinet. L'usage du chlore et des produits chimiques a été réduit, grâce notamment à un nouveau système de filtration. Le traitement ultraviolet, c'est une désinfection, c'est-à-dire qu'on envoie un traitement ultraviolet puissant dans l'eau qui va aller détruire les virus et les micro-organismes. Donc en fait, on élimine de l'eau les virus et les micro-organismes qui pourraient amener des problèmes sanitaires. Le bâtiment produit 33 000 m3 d'eau potable pour une quarantaine de communes, une capacité qui pourra être doublée dans les années futures en cas de besoin. Cet investissement, il est de 28 millions d'euros. On était au début du projet à 22-23. On voit bien que ça était un enjeu. Ensuite, c'est un investissement qu'on a fait avec la volonté d'être au top au niveau énergétique. On doit faire entre 10 et 15% de gains en énergie pour produire la même quantité d'eau. Une facture réduite grâce à ces panneaux photovoltaïques, 615 m² posés sur le toit. De quoi alimenter une partie des besoins électriques de l'usine.
Mais comment analyser l'eau en amont, me direz-vous? Direction Limoges pour découvrir Ecométrique. Fruit de la recherche publique, Ecométrique est une jeune société passée par l'incubateur Avrul, agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin, qui poursuit son développement ainsi. Son cœur de métier est de réaliser, à la demande des collectivités ou des entreprises privées, des mesures de divers polluants dans l'eau comme les pesticides, les médicaments et toute autre sorte de molécules. Extrait du magazine d'Esther de C'est à Limoges. On va bosser surtout sur les pesticides, mais aussi des résidus pharmaceutiques, des hormones et ce genre de choses. On trouve tout ça dans l'eau de nos rivières? On trouve que ce qu'on cherche. On pourrait trouver encore plus, mais on ne cherche pas tout, on ne peut pas tout chercher. Donc ici, voilà, on est vraiment ciblé. Par exemple, sur une séquence d'analyse, on peut voir les... Voilà. Dans ce flacon, donc, on récupère ce qui a été dans nos échantillonneurs passifs. Ça va passer en analyse sur cette machine. Et derrière, on va obtenir tous ces résultats avec pas mal de graphiques comme ça qu'il va falloir interpréter derrière. Ici, par exemple, on est sur une étude de suivi des pesticides à l'échelle d'une agglomération. Donc, on a 25 points de suivi tout autour d'une agglomération et on va regarder tout ce qui va être pesticides et pharmaceutiques pour qu'eux sectorisent bien en fait leurs intrants en pollution. Si on veut étudier une station, par exemple, on va prendre un point avant et un point après. Et si on veut sectoriser par contre tous les petits cours d'eau, les ruisseaux qui vont contribuer à une agglomération, là on commence à être sur des échelles de 10, 15, 25 points. Le logiciel lui va retraiter en fait les résultats de la machine. Par contre derrière il y a de l'interprétation qui elle est très importante. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps et c'est ce qu'on ne se rend pas compte. Nous on n'est pas un simple labo d'analyse où on vous donne un fichier avec des résultats et débrouillez-vous. Derrière, on va aussi remettre tout ça en contexte avec le bassin versant, c'est-à-dire qu'on va regarder les industries, l'agriculture et tout ce qui se passe sur le secteur pour essayer de faire parler ces résultats. Donc la valeur ajoutée en fait d'Ecométrique, c'est à la fois le volet échantillonnage passif et du coup stratégie d'études à mettre en place et derrière aussi toute l'interprétation de la donnée qu'on fournit. Et c'est bien là le plus produit d'Ecométrique par rapport à un simple laboratoire d'analyse. La méthode repose sur une dizaine d'années de recherche publique. On a plusieurs types d'échantillonneurs. On a ceux-là par exemple pour les métaux, d'autres qui vont être utilisés pour tout ce qui va être HAP, on parle beaucoup des HAP, ou encore des échantillonneurs comme ceux-là, qui sont utilisés, eux, pour tout ce qui va être molécules organiques, pesticides, résidus pharmaceutiques et ce genre de choses. Par exemple, ici, c'est des blancs qu'on a exposés, des blancs de contrôle, pour vérifier qu'on n'a pas de contamination dans nos échantillonneurs. Nous, on va démonter ces échantillonneurs. Il y a une poudre, en fait, à l'intérieur, et cette poudre, on va la faire passer dans des solvants. Les solvants vont décrocher les micropolluants qui sont accrochés à la poudre, et derrière, on va passer en analyse derrière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. Vous pouvez donc nous écouter dans votre voiture, par exemple, et vous pouvez aussi nous écouter sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.